Jean-Philippe Véja va commencer sans doute par vous parler de sa connaissance de Liu Xia. Alors écoutez, je suis vraiment désolé, malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Je lui ai envoyé un petit message et elle m'a dit qu'elle nous remerciait beaucoup d'organiser cette soirée et qu'elle va très bien au Japon, qu'elle peut manger, boire, se promener, avoir des amis. C'est formidable. Au Japon. Donc j'étais content parce que Liu Xia ne va pas toujours très bien. Depuis ça va beaucoup mieux. Elle a retrouvé beaucoup d'amis et elle est très heureuse. Alors, bizarrement, elle m'a écrit très peu, mais elle a dit ici on mange très bien. Bah, tant mieux parce que c'est important. Apparemment, ça lui plaît. Et Liu Xia est une bonne cuisinière. Ah oui, absolument. Elle fait très bien manger. Alors, je suis désolé. Je suis désolé parce que vous n'aurez pas Liu Xia, vous aurez moi qui vais vous parler de Liu Xia, c'est pas pareil. Et moi, en fait, j'ai connu Liu Xia, comme beaucoup de gens, par l'intermédiaire de Liu Xiaobo. Disons que je connais Liu Xiaobo depuis 1992, et je le voyais régulièrement jusqu'à ce qu'il soit à nouveau, qu'il disparaisse un peu en 1995, et de nouveau arrêté en 1996. Et, comme l'explique bien Béatrice Desgranges dans son introduction, Liu Xia s'est marié avec Xiaobo au camp de rééducation par le travail, où il avait été envoyé pour 3 ans pour trouble à l'ordre public. Et donc, ils ont réussi à se marier parce qu'elle ne pouvait pas aller le voir. Et donc, le seul moyen d'aller le voir, c'était soit d'être de la famille, soit d'être de la famille. Et comme elle n'était rien, elle parlait avec son avocat, qui était Mo Xiaoping, et son avocat Mo Xiaoping est allé discuter avec des gens du camp de rééducation par le travail où était enfermé Xiaobo, et il les a convaincus. Il leur a dit, écoutez, il faut absolument qu'elle puisse venir le voir, donc vous allez les autoriser à se marier. Et parce qu'il n'avait pas pu se marier avant l'enlèvement de Xiaobo. Et donc ils se sont mariés au camp, et elle a pu continuer à le voir. Donc je voyais très fréquemment Xiaobo. On avait de longues discussions évidemment sur le 4 juin, le massacre de Tiananmen, l'avenir possible démocratique de la Chine, et j'avais jamais vu sa femme. Et un soir, c'était la veille de l'inauguration de la grande librairie des 10 000 sages, Wanshan Shuji, d'un autre Liu. Alors, c'est toute une affaire de Liu. C'est-à-dire que le patron de cette librairie s'appelle Liu Suli, et Liu Suli venait nous faire visiter la librairie avant de l'ouvrir. Et il avait fait il y avait un espace café qui s'appelait Thinkers Café. Donc, je rencontre Xiaobo dans la librairie, et je dis, tiens, on va aller au Thinkers Café. Et il me présente cette femme qui était complètement rasée, et il dit, voilà Liu Xia, ma femme. Alors déjà, je trouve bizarre, parce que quand on s'appelle Liu, on n'épouse pas une Liu. Bien sûr. Je veux dire, on doit toujours, en chinois, se marier, se dit Chudia, c'est-à-dire on sort de la famille, et on sort. Et donc voilà, manque de chance, ces deux-là s'appellent Liu, et ils sont mariés. Bizarre. Donc, je vois Liu Xia attablé derrière un whisky. Alors, en 2000, un whisky à Pékin, c'était pas très fréquent, et surtout parmi les Chinois. Donc, j'ai été un peu étonné. Elle m'a à peine levé les yeux pour dire bonjour, et puis du genre, allez-y, causez. Et alors, j'ai continué à parler avec les 2 autres Liu de 7 juin, de la Chine, la démocratisation, etc., avec une Liu Xia qui avait l'air de s'emmerder, mais c'était pas possible. Alors, j'ai quand même posé 2-3 questions, mais... Et puis, les années à passer, je voyais Xiaobo très régulièrement. Chaque année, je le voyais, on dînait ensemble et on discutait de l'avenir de la Chine, ce qui est de plus en plus déprimant d'ailleurs, mais enfin, on parlait de ça, et jamais Liu Xia n'était là. Jusqu'au jour où Xiaobo m'envoie un mot en me disant écoute, Liu Xia vient à Paris,
est-ce que tu pourrais la recevoir? Alors, je dis, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Lyosia est arrivée, et elle me dit, je sais que tu es très, très ami avec Servo, il m'a dit de venir te voir, parce que tu es son ami parisien, donc... alors voilà, elle me dit très clairement, elle me dit, je veux goûter du vin rouge et aller dans le Marais. Je dis, écoute, on va goûter du vin rouge, bien que je ne sois pas un grand expert. Et je dis, mais pourquoi dans le Marais? Elle me dit, parce... je dis, de moins en moins. Enfin, elle me dit, je veux aller dans le quartier juif. Je dis, et pourquoi veux-tu aller dans le quartier juif? Elle me dit, parce que, justement, les juifs ont toujours été persécutés, et moi, je veux aller dans les endroits où les gens ont été persécutés. Et j'ai remarqué, dès ce moment-là, une espèce d'identification, et souvent, elle me le redisait, identification aux juifs. Alors, elle sait que je suis juif aussi, donc ça aidait peut-être aussi un peu. Et donc, on s'est baladé beaucoup dans Paris en buvant du vin, et le quartier juif, on est allé chez Marianne, on est allé chez Finkelstein, etc., etc. Et puis, je suis rentré elle est rentrée à Pékin, et moi, je suis retourné à Pékin un jour, et à ce moment-là, j'étais à Pékin, je reçois un coup de téléphone de... Alors, Xiaobo n'était pas visible, parce qu'il était dans une de ces périodes où la police le surveillait. Il ne pouvait pas bouger. Et un jour, il me téléphone, il me dit, écoute, viens chez moi ce soir, je vais m'arranger pour partir, et il est parti pour emmener ceux qui le suivaient, ces policiers, comme on dit, les gens du combat, et je suis arrivé, essayant d'être discret, mais enfin bon, c'est pas très facile d'être discret, même le soir à Pékin, et j'ai frappé, et je suis entré chez Lyosia. Et là, j'ai découvert ce qu'elle peignait. J'ai découvert que Lyosia n'était pas la femme de Liu Xiaobo, mais était quelqu'un en elle-même, était elle-même une artiste. Ce qu'elle peignait, qui était assez, il faut bien le dire, assez déprimant. Et on a eu une longue discussion où elle me disait, moi, tu sais, la politique comme ça et les discussions que vous avez avec Xiaobo, ça m'intéresse pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle, c'était pas du tout par son discours qu'elle était dissidente ou opposante, c'était par son mode de vie. Lyosia a refusé de se préparer. Elle était de la génération qui était faite pour entrer à l'université. Elle était d'une famille de cadres, elle avait toutes les possibilités de le faire, et elle s'est fait l'examen, et donc le fameux examen de 77, le premier examen d'entrée à l'université, elle l'a raté. Alors elle a eu quand même un travail, parce qu'elle était bien placée, mais elle a eu un travail au ministère des Finances à ce moment-là, et c'était vraiment le truc qui était le moins adapté pour elle. Et à ce moment-là, elle est partie au Tibet. Et partir au Tibet dans les années 82-83, c'était quelque chose d'inimaginable. Je veux dire, aucun Chinois, les Chinois avaient, à part Wei Jingshang, je veux dire, les Chinois avaient un certain mépris pour les minorités nationales, Luohor, arriérés, etc., etc. Et elle est partie au Tibet pendant 3 mois, donc laissant son boulot, laissant son bol de riz en fer, où elle n'avait pas grand-chose à faire, où elle était assez libre, hein, et elle est partie pour plusieurs mois à se promener au Tibet, et donc elle a ramené du Tibet un certain nombre de poèmes qui sont traduits dans ce recueil. Et puis alors donc, elle a quitté son emploi, mais son père lui en a trouvé un autre, et là, dans ces conditions, elle était dans une revue de finances, et au bout d'un moment, elle a pu supporter, et en 93, elle a brisé son bol de riz en fer. Alors c'était justement au moment où plein de gens étaient licenciés, et s'accrochaient de toute leur force à leur bol de riz en fer. Elle a choisi ce moment-là pour pas y être. Et elle a commencé à mener une vie de bohème. Donc à Pékin, en 93, c'était pas évident.
Et donc elle avait rencontré Liu Xiaobo déjà bien avant. Et donc à partir de 1994, ils se sont mis ensemble et ils ont donc commencé à vivre ensemble à ce moment-là. Et jusqu'à l'arrestation de Xiaobo en 2008, rapport avec les étrangers, de la politique, etc. Et puis Xiaobo a été arrêté donc en décembre 2008, et à partir de ce moment-là, on a trouvé une autre Liu Xia. Et elle s'est mise de toutes ses forces à essayer de faire libérer de Liu Xiaobo et à parler pour Xiaobo. Et on allait la voir très fréquemment à Pékin, et chaque fois, on allait donc toujours dans ce restaurant du Jiangsu où elle mangeait aussi avec Bao Zhenxing, qui était avec Bao Trong, l'ancien secrétaire de George Ziyang, qui lui aussi était suivi par des nuées de policiers en civil, et elle rencontrait les journalistes. Et elle rencontrait les journalistes étrangers, elle organisait non pas des conférences de presse, mais elle allait au-devant d'eux, elle allait leur parler, etc. Et donc, chaque fois qu'on la voyait, elle nous disait « Allez-y, faites quelque chose pour Xiaobo », etc. Donc, on était à Hong Kong à l'époque, on est allé organiser des manifestations, etc., pour Liu Xiaobo. Et j'ai trouvé véritablement une Liu Xia complètement différente. Et puis, Liu Xia a été, à ce moment-là, coupée du monde. Elle ne pouvait plus voir personne, et elle n'avait plus d'email. Et donc son dernier email a été pour nous envoyer, à ma femme présente là-bas et à moi, l'invitation pour la cérémonie d'Oslo pour le prix Nobel de la paix. Et après, elle n'a plus invité personne. Et ce sont donc des dissidents à l'étranger qui ont invité les personnes qui sont venues à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix. Et 2018, alors pendant les 3 premières années, il était impossible même de lui téléphoner. Elle ne pouvait pas sortir sinon pour aller dans sa famille. Et à partir de 2013, si je me souviens bien, on a pu commencer à lui téléphoner et à parler avec elle, et elle-même a pu sortir avec justement ce Liu Suli, qui était le patron de cette librairie, la librairie la plus ouverte de Pékin, et avec ses camarades de badminton. Et donc, autrement, elle était enfermée dans ce nouvel appartement qu'ils avaient acheté ensemble, et Xiaobo n'y a jamais habité, puisqu'il a été arrêté juste avant, et donc il n'a jamais vu l'appartement que nous avons vu, qui avait été complètement repeint, où il y avait justement énormément de tableaux de Liu Xia, d'œuvres de Liu Xia, et où il y avait aussi des poupées qui après ont été exposées, enfin les photos de ces poupées ont été exposées. Et donc, elle était à la fois, elle a continué sa vie d'artiste, enfermée complètement, à regarder les arbres, et on aura justement un certain nombre de poèmes qui sont merveilleux, qui ont été écrits pendant son enfermement, justement, sa résidence surveillée, et en même temps, elle avait tout fait pour essayer de libérer Liu Xiaobo. Et à ce moment-là, elle devait aller, donc elle avait droit à une visite d'une demi-heure. Jinzhou se trouve à 600 ou 700 km de Pékin. C'était 8 heures ou 10 heures de train. Elle est allée plusieurs fois en voiture aussi. Et donc, elle faisait ce voyage entier pour le voir une demi-heure à travers une vitre, avec un téléphone, et évidemment avec la présence d'un gardien. Et jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire que quand Xiaobo avait son cancer au dernier degré, c'est le seul moment où elle a pu le voir. On avait vu les images à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2017, donc, et son pyjama rayé, enfin ça fait... Oui, ça fait vraiment ça rappelle un certain nombre de choses. Et elle, qui est là, et qui a vu Xiaobo toujours en présence de ces soi-disant amis de la famille, qui en réalité étaient des flics en civil, et les 2 médecins allemands qui avaient accepté
de le transporter. Ça n'a pas été possible. Et donc, Liu Xia est resté en résidence surveillée jusqu'à 2018. Et grâce largement aux pressions de Liao Yiwu, qui est un poète qui était très avec elle, et de Herta Müller, le prix Nobel de littérature, et aussi, il faut bien le dire, d'Angela Merkel, oui, et non absolument. pas d'Emmanuel Macron, Absolument. bien que nous ayons essayé, nous aussi, de faire pression auprès des autorités françaises. En tout cas, grâce aux Allemands, Liu Xia a pu partir. Elle est partie pour Berlin, où elle est restée jusqu'à... 21 juillet. 21